Salut les trilobites et bienvenue pour une petite série de vidéos basées sur vos questions. C'est parti. Même si le dilophosaure ne crachait pas de poison, il avait bien une collerette, rassure-moi. Sinon il descendrait de beaucoup dans mon estime. Eh bien rassure-toi, le dilophosaure avait bien une collerette et il crachait bien du venin. En fait non. Enfin, en fait, on n'en sait rien du tout. Il faut bien se dire que quand on retrouve un fossile de dinosaure, on n'en trouve déjà que le squelette. Et bien souvent, même pas complet, donc ça commence mal. Mais en cherchant un peu, j'ai vu qu'on a trouvé pas mal de dilophosaures et en bon état depuis 1940, donc on le connaît plutôt bien. Sauf que des trucs comme du venin ou une collerette, ça correspond à soit des organes internes, soit de la peau et des tendons. Et ça, ça se fossilise pas. Ou alors très rarement. Alors il y a bien des fossiles d'animaux qu'on pense venimeux, mais c'est pas le sujet. Là, le dilophosaure à collerette crachant du poison, c'est une pure invention des scénaristes du film Jurassic Park. Le venin s'inspirant sans doute de la façon qu'a le cobra à cracher sur ses agresseurs. D'ailleurs là on voit bien que c'est du muscle et de la peau qui lui permet de faire ça. Et la collerette vient du lézard à collerette d'Australie appelé aussi chlamydosaure, qui s'en sert pareil pour faire peur à ses agresseurs. Et ça, même si c'est un humain. Ah ouais, une belle saloperie. Regardez comme il a l'air vénère le machin. Par contre, s'il n'avait ni venin ni collerette, faut savoir qu'un dilophosaure c'est bien plus grand que celui qu'on voit dans le film. Et dans le livre, en plus de le décrire avec une robe tachetée comme celle du léopard, c'est bien dit qu'il était plus grand puisqu'il soulève carrément Dennis Nedry du sol pendant qu'il se vide de ses entrailles. Ouais, en gros il aurait pas pu rentrer dans la voiture et ouais, le livre est plus hardcore que le film. En plus de tout ça, les gros dinosaures carnivores les plus connus datent du Crétacé, la dernière époque du règne des dinosaures. Mais le dilophosaure avec ses 6 mètres de longueur et 2,50 m de haut, lui il faisait partie des premiers grands prédateurs, puisqu'il date du début du Jurassique, bien avant les T-Rex et autres giganotosaures qui apparaîtront des millions d'années plus tard. Donc voilà, même s'il ne crachait probablement pas de venin et n'avait pas de collerette, il est quand même badass. Est-ce que le Dunkleosteus était le plus grand de son espèce? Ah, ça tombe bien parce que là aussi, oui et non. Parce que de ce que je sais, le Dunkleosteus est le seul dans sa catégorie. Par contre, si on élargit un peu plus et qu'on parle plutôt des placodermes, donc placo qui veut dire plaque, et derme qui veut dire peau, donc c'est en gros les poissons avec des plaques osseuses sur leur crâne, et placoderme arthrodire plus exactement, bon là par contre je sais pas ce que ça veut dire. Dans tous les cas, avec ça, on a déjà plus d'espèces, et comme je l'ai dit juste avant, seuls les os se fossilisent. Et là, notre Dunkleosteus, on a quasiment que sa tête du coup. Après, il faut faire des estimations de taille avec des bestioles de la même famille, mais sur lesquelles on aurait trouvé des empreintes du corps entier. Comme ça a pu être le cas pour le Cocosteus par exemple, dont on a retrouvé la trace du corps, et qui lui aussi est un placoderme. Bon en vrai, je voulais surtout le placer parce que son nom Cocosteus me fait beaucoup trop rire. Bref, avec cette empreinte du corps de celui-ci, on peut après reporter les dimensions à une autre espèce plus grande, comme le Dunkleosteus, ce qui donne des estimations de taille approchant les 8 mètres de longueur, ce qui fait qu'il était bel et bien un géant à son époque. Et même encore aujourd'hui, 8 mètres c'est pas rien. Sauf qu'il existe un autre placoderme de 8 mètres, le Titanictis, voulant dire poisson titanesque, c'est pas pour rien. Et il a vécu au même moment que le Dunkleosteus au Dévonien supérieur. Sauf que deux animaux de cette taille au même endroit à la même période, s'ils avaient le même régime alimentaire, seraient poussés l'un ou l'autre vers l'extinction. C'est pour ça que le Titanictis devait être un grand poisson filtreur, se nourrissant sans doute de petits animaux en les filtrant, comme l'a sans doute fait le Lictictis des millions d'années plus tard, et comme le fait encore la baleine aujourd'hui. Après, même si les deux faisaient la même taille, je pense que le Dunkleosteus est plus populaire, parce que lui était spécialisé dans le découpage de grosses proies avec l'ouvre-boîte qui lui sert de mâchoire. Et les prédateurs ont plus la cote que les filtreurs. Donc voilà, c'était pas le plus grand parce qu'il était à égalité, mais c'est le plus grand dans la catégorie guillotine à la place des mâchoires, prêt à sectionner tout ce qui passe à sa portée. Comment les baleines font pour dormir? Ah bah ça tombe bien puisque je viens de parler de baleines, et c'est même pas fait exprès puisque je prends les questions dans l'ordre, mais du coup ça m'arrange bien. Alors, comment les baleines font pour dormir? Je ne sais pas si tu poses vraiment la question ou si c'est parce que tu le savais déjà, mais si j'ai choisi cette question, c'est parce que les baleines qui dorment, c'est un sujet plus complexe et plus intéressant qu'on pourrait le croire. Bon, déjà tous les animaux doivent dormir pour permettre au corps de se régénérer, et ça j'aimerais bien que mon cerveau s'en rende compte, mais c'est pas le sujet non plus. Alors nous et les autres animaux terrestres, quand on respire, on le fait inconsciemment, c'est pour ça qu'on peut dormir pendant des heures sans s'étouffer tout seul. Ça paraît con dit comme ça, mais pour nos cousins aquatiques, c'est pas le cas. En gros, quand ils respirent, ils doivent être conscients pour penser à respirer en gros. Et ils ne peuvent rester en apnée qu'une trentaine de minutes avant de devoir retourner à la surface reprendre de l'air. Bon en vrai 30 minutes c'est déjà beaucoup, mais pas assez pour faire une bonne nuit. Et c'est comme ça, je suppose qu'en observant les dauphins et les baleines fermant un œil pendant un petit moment puis l'autre, que des chercheurs ont dû découvrir qu'en fait ils ne se reposent que d'un seul côté du cerveau à la fois, alternant sans doute l'hémisphère droit se reposant, puis le gauche et ainsi de suite, pour rester suffisamment conscient pour continuer à penser à respirer, tout en restant aux aguets en cas de danger aux alentours. Et du coup si j'ai choisi cette question, c'est parce que je me l'étais déjà posée en voyant une vidéo de cachalot dans cette position.
Ouais, c'est comme ça que dorment les cachalots, et c'est plutôt drôle de voir ces colosses de 20 mètres à la totale verticale pour piquer un somme. D'ailleurs, à cause de ça, ils ne dorment pas beaucoup et font plutôt des siestes d'une trentaine de minutes à chaque fois. Ce qui est un petit peu l'opposé du koala qui lui dort 22 heures par jour. Du coup, je peux dire que je suis plus proche du koala que du cachalot. Et voilà, c'est déjà fini pour la première vidéo de ce format. J'espère en tout cas que vous aurez quand même appris des trucs parce que c'est toujours le but. Même si je le dis bien, c'est simplifié à mort justement pour garder un format court, que je puisse faire assez vite entre deux plus grosses vidéos par exemple. Si vous avez des questions du genre, donc plutôt courtes comme vous l'avez vu et pas forcément sur les dinosaures, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, même si j'avoue que j'en ai déjà un bon paquet. N'hésitez pas à partager cette vidéo si jamais elle vous a plu, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Si jamais vous avez un petit peu de sous en trop, vous pouvez aussi aller sur ma page Tipeee par exemple. Et puis moi je vous laisse là parce que j'ai déjà une autre vidéo à tourner juste après. Pas le temps de niaiser. Salut!